Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci d'être nombreux pour ce troisième webinaire de la série À table avec SIGA. Aujourd'hui, on va parler marketing, transparence et information sur les produits que nous consommons. Alors, en premier, nous recevons Alice Pollack, qui est ingénieure alimentation santé, communicante et fondatrice de la Crème de Paris, un nouveau média food. Bonjour Alice. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci et à ta participation. Et nous sommes aussi en présence de Michel Hénin, qui est fondateur de Holistic et qui est expert en marketing, branding et digital et vente. Bonjour Michel. Bonjour et merci et bonjour à toutes et à tous. Bon, et pour ma part, je suis Stéphane Cardiner, responsable marketing et communication de SIGA. Pour celles et ceux qui connaissent pas SIGA, nous sommes une méthodologie scientifique publiée pour classer les aliments en fonction du degré de transformation. On accompagne au jour le jour les entreprises de l'agroalimentaire, les industriels, les distributeurs sur ces enjeux pour une offre alimentaire plus vraie. Et nous informons également le consommateur avec une application gratuite disponible sur Apple Pay et Play Store. Donc, si vous avez des questions techniques pendant ce webinaire, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. Vous avez Solène et Pamela Tsiga qui sont là pour vous aider et répondre à vos questions. Et si vous avez des questions sur le contenu de la conférence, je vous invite à aller dans l'onglet questions sur le côté pour voter pour les questions que vous préférez ou sur lesquelles vous voulez vraiment avoir des réponses. Euh, alors, vous savez, je pense potentiellement tous, et les experts qui sont avec nous ne vont pas me contredire, les aliments les plus naturels et les moins transformés, c'est maintenant une grosse priorité pour les Français. Le sondage IFOP qu'on a fait cet été nous révèle que c'est le deuxième critère de choix des Français, après l'indétrônable qualité-prix, qui Mm. restera, je pense, longtemps devant. On sait qu'une prise de conscience, elle est en cours chez les consommateurs et on sait qu'ils sont acteurs par leur choix. Alors, on entend parler de consommateurs, et ça va être ma première question. Pour vous, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Et si c'est plus proche de la réalité, comment ça se manifeste? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des limites? Je ne sais pas qui a envie de répondre à cette première question. De toute façon, vous répondrez tous les deux. Euh, Honneur à Alice. Merci. Avec plaisir. Euh, je pense qu'il y a vraiment, enfin, je pense que c'est une vraie réalité, ne serait-ce que par le fait que c'est les consommateurs qui sont à la base des décisions qui sont prises après au niveau de l'industrie, donc qu'ils soient acteurs de manière engagée en faisant des choix conscients ou de manière forcée parce que l'alimentation c'est une, euh, une dépense incompressible de tous les foyers français. Ils dictent des sortes de guidelines que les industriels après suivent toujours pareil de manière soit engagée parce que c'est dans les fondements de la stratégie des fondateurs à la base ou de manière plus opportuniste parce que c'est quand même un business, donc du coup, s'adapter à la demande, c'est un peu obligatoire. Donc pour moi, c'est un peu un cercle vertueux de... euh, ils prennent, les consommateurs prennent conscience des enjeux actuels et les répercutent de manière plus ou moins importante sur leur choix. Parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a quand même toujours la notion de réalité, enfin, oui, de qualité-prix qui rentre en compte. Et pour avoir pareil, était à l'initiative de pas mal de sondages, notamment pendant la crise, sur quels étaient les choix des Français par rapport à leur alimentation. On avait vu que bah, les périodes de crise faisaient ressortir certains comportements et ramener quand même sur les problématiques de prix et de choses. Enfin, ils allaient vers des choix réassurants, que ce soit au niveau de ce qu'ils connaissent des goûts, des produits de base et peu, des prix peu chers. Donc tout ce qui était label, etc. C'est pas que ça avait été balayé, mais c'est qu'on voit que les consommateurs, dans le sens qu'on pourrait l'entendre, c'est-à-dire qu'ils vont faire bouger les choses, euh, sont peut-être quand même une minorité quand même CSP+, un peu éduquée. Donc il faut, enfin, on en reparlera après, mais je pense qu'effectivement, il faut rendre les choix vraiment suffisamment faciles
pour qu'il soit préempté par l'ensemble et que ça soit un cercle vertueux pour tous les consommateurs, que tous les consommateurs deviennent consommateurs. Alors, je vois qu'Alice a déjà ouvert le débat, mais c'est vrai que consommateurs, aujourd'hui, les consommateurs sont des acteurs déjà par le choix qu'ils exercent. Et de choisir, c'est déjà faire un acte engageant, que ce soit sur les produits. Après, effectivement, la question sous-jacente, et je suis d'accord avec Alice, c'est comment on éclaire ce choix et comment le marketing éclaire bien ou mal ce choix. Mais ça, ce sera un autre point que l'on abordera tout à l'heure. Et puis, aujourd'hui, moi, j'ai coutume de dire que le consommateur devient presque un média en lui-même. Hier, le consommateur était un peu tout seul dans son coin et la marque lui imposait des choix. Ensuite, il y a eu la période où le consommateur et la marque parlaient d'égal à égal sur les réseaux. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'un consommateur, une personne peut être en elle-même un média et avoir plus de poids que la marque et agir là-dessus. Et donc il y a un changement de paradigme là qui est intéressant Mm. et qui rend les marques aussi peut-être plus fragiles, plus friables et ça rééquilibre le pouvoir. Et ça, c'est plutôt pas mal dans l'approche aujourd'hui des engagements du RSE et du mieux manger, ce qui va être la discussion qu'on aura, je pense, ensuite. Mm. Donc oui, c'est une tendance de fond et je pense qu'elle va s'accentuer euh, avec les années parce qu'on voit une accélération de ce phénomène et les applications en sont un bon exemple. Mm. Il y a une application que je citerai pas, mais une carotte qui a démocratisé ça et qui fait qu'aujourd'hui, ben, chacun semble, et on verra les limites de ça, mais être acteur de ce changement. Mm. Je pense que les marques s'en sont rendues compte et que les plus smart et les plus agiles d'entre elles utilisent ça justement à leur avantage. Et même quand on sort un peu du côté vraiment discours sur la naturalité, la transformation et les bonnes pratiques, entre guillemets, même au niveau du marketing global, il y a de plus en plus de marques qui demandent directement, vu que les canaux de communication sont beaucoup plus faciles, via leur compte Instagram. J'ai déjà vu plein de fois des petites marques poser directement des questions aux consommateurs sur les choix qui les importaient le plus. Et j'ai même découvert récemment une application dont l'objectif est justement de mettre en lien les consommateurs et les industriels qui auraient des questions à poser directement sur leurs choix. Donc, et je pense que c'est une démarche hyper intéressante et qu'il faut aller dans ce sens-là. En effet, c'est une belle démarche de discuter et de voir, surtout Mm. pour eux, en fait, finalement, de prendre réellement les insights et de les mettre en avant. Enfin, c'est ce que tu disais avec ce type de sondage. En tout cas, c'est une belle démarche, en espérant que ce soit pour du vrai, en tout cas, mais ça, c'est le mieux, c'est le plus, on va dire. Et on a parlé déjà de ce retour à la naturalité. Euh, mais on a eu dans les dernières années, mais il y en a toujours eu, mais comme les médias communiquent différemment et puis la communication s'intensifie sur ces choses-là, on a eu pas mal de scandales et de crises successives dans l'industrie. On a eu en plus une crise sanitaire, donc là c'est un contexte général de consommation. Est-ce que pour vous ça a influencé, alors on l'a vu avec la crise sanitaire, tu en as un petit peu parlé Alice, je pense que il y a d'autres influences aussi de ces crises en elles-mêmes. Euh, pour vous, ça s'est influencé comment? Est-ce que vous avez euh, voilà, des choses qui vous ont marqué sur ces périodes-là et sur ces moments-là? Alors, je commence peut-être. Oui. Ce qui est intéressant avec ces crises, c'est qu'on voit, moi, il y a un vrai changement dans la nature des crises, parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, on était sur des crises sur les produits en eux-mêmes, la vache folle, le poulet au dioxine, etc., donc qui étaient sur l'ingrédient du produit. Et aujourd'hui, on voit avec aussi les tendances des consommateurs, c'est que ces crises sont plus sur la maltraitance animale, sur ces éléments-là qui fait qu'il y a un déplacement et puis il y a une accélération. Toutes ces crises, on le voit aujourd'hui, que ce soit avec toutes les associations, les ONG, mais il y a de plus en plus d'éléments qui sont communiqués là-dessus parce qu'il y a un besoin et qui est en lien avec notre webinaire sur la transparence.
aujourd'hui. Les gens ont besoin de plus de transparence et dans la mesure où on peut parler pour certaines marques de marketing opportuniste, on va dire, qui ont tendance à masquer ce qu'ils font pour mettre en avant certains bienfaits, et bien justement les ONG ou les consommateurs, ben, justement rebondissent là-dessus pour mettre les marques face à leur réalité et face justement à leurs ambiguïtés. Et moi, c'est mon rôle au sein de Holistic, effectivement, c'est de dire, c'est d'être cohérent en fait, et c'est d'apporter à la marque sa cohérence entre ses engagements et la réalité du produit. Et aujourd'hui, le plus important, c'est de ne plus mentir, et on peut ne pas être 100% vertueux, et personne ne l'est, que ce soit le consommateur comme l'entreprise. Mais par contre, c'est de montrer ses failles et ses faiblesses et montrer quelle est sa courbe de progression et vers quoi on tend pour justement apporter demain des aliments encore meilleurs et à moindre coût, puisqu'il faut quand même laisser ça. Et moi, je le dis tout le temps, moi je travaille dans l'agroalimentaire avec les marques depuis plus de 25 ans, et l'agroalimentaire, c'est un vrai progrès. C'est un vrai progrès parce que ça a permis de nourrir des centaines de millions de gens en Europe, de nourrir mieux, et ça a permis aussi d'apporter des produits à un rapport qualité-prix qui est la première demande faible. Et aujourd'hui, par contre, ben, on voit qu'il y a une déviance parce qu'il y a une pression des distributeurs sur les prix, il y a une pression de l'État sur certaines normes, il y a une pression des actionnaires aussi sur la rentabilité qui font que ben, il y a des fois peut-être des abus. Et c'est là où le consommateur essaye de réguler ça et d'apporter justement plus de transparence et de mettre les marques face à leur réalité. Et donc Mm. là, il y a un vrai progrès par rapport à ça qui est très intéressant. Donc oui, Mm. les crises sont là, sont de plus en plus fréquentes, mais pour moi, c'est un effet bénéfique sur le mieux manger de demain. Non, bah, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est pas un débat au final très intéressant, hein, si on est toujours tout d'accord sur tout, mais, mais sur le fait que je suis effectivement d'accord que les débats abordés sont de plus en plus larges. C'est-à-dire qu'avant, on était concentré, il y a une dizaine d'années, vraiment, on a commencé à se rendre compte de l'impact de l'alimentation sur notre santé. Et pour avoir fait des études là-dedans, même au début de mes études, c'était pas encore un sujet totalement inscrit dans le, la conscience collective que c'était. Il y avait des impacts, mais on le voyait par exemple, c'était plus sur le diabète. Effectivement, manger un certain type d'alimentation, ça peut provoquer du diabète. Mais on ne voyait pas que l'alimentation pouvait vraiment être la base de notre santé. Et donc ça s'est démocratisé sur ce terrain-là, mais ça s'élargit sur plein d'autres terrains, sur effectivement... Ah, Bon, on a perdu Michel, je te laisse continuer Alice et je rappelle Michel pour essayer de l'avoir. pas de souci. Sur les thématiques liées à l'homme, liées à l'animal, liées à l'agriculture, au juste paiement sur tout le long de la chaîne. Euh, Plein de thématiques qu'on a vu débarquer avec le greenwashing, le farmwashing, toutes ces thématiques-là. Et à l'heure actuelle, je pense que du coup, c'est tellement un débat qui doit maintenant être à la base de la stratégie. Encore une fois, il y a 10 ans, la RSE, c'était un truc en plus qu'on pouvait intégrer dans notre stratégie pour avoir, entre guillemets, des points d'appui sur lesquels communiquer. Mais à l'heure actuelle, ça ne peut plus être une option. Et les marques, surtout dans le secteur agroalimentaire, où il y a quand même une grosse masse d'informations qui sont sorties, elles peuvent plus se passer d'avoir une stratégie RSE forte et intégrée dans l'intégralité de toute leur chaîne. Et du coup, je pense qu'il y a eu tellement un boom de l'importance que ça pouvait avoir que beaucoup de marques ont pris des initiatives et qu'à l'heure actuelle, on est un peu à essayer de remettre on est un peu sur une balance à essayer de remettre le cadre là où il doit être parce que les marques ont pas utilisé ça, mais ont sorti énormément de discours. Tout le monde a voulu sortir son indicateur,
ses messages, etc. Et du coup, il y a eu tellement de choses qui sont sorties que, un peu comme dans toutes les évolutions technologiques, la réglementation, souvent, elle vient dans un second temps quand on voit qu'il y a un peu des débordements. Et à l'heure actuelle, je vois qu'il y a Ah, Pardon, j'ai été c'est bon. viré. Pas de Et, souci. et donc oui, à l'heure actuelle, la réglementation qui vient souvent dans un second temps quand il y a des évolutions technologiques ou sociétales, il y a une régularisation qui est en train d'essayer d'être faite parce que voilà, tout le monde a voulu sortir son message au moment des questions sur le Nutri-Score. Il y avait eu plein je ne sais pas si je peux dire lobby, qui s'étaient montés pour proposer des alternatives. Donc en fait, on est passé de zéro information à une quantité énorme d'informations qui n'étaient pas forcément réglementées. Et je vois là, il y a dernièrement la loi Egalim 2 qui est sortie pour contrôler tout ce qui était autour des indications, ne serait-ce autour du Made in France. Parce que voilà, tout le monde s'est dit, ah bah c'est top le Made in France, donc on va mettre des drapeaux français un peu partout. Mais le consommateur, lui, qui n'est pas forcément aussi averti et qui fait attention à ça, pas dans la totalité de son quotidien, il y fait attention quand il est au supermarché face à un packaging alimentaire, bah, il n'a pas le recul et il va être face à plein de drapeaux français sans savoir forcément ce à quoi ça correspond. Donc il faut qu'il y ait euh, un vrai encadrement. Et c'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant d'avoir des acteurs tiers comme bah, Siga, comme Michel ou comme moi-même, qui sont là pour avoir autant la vision marché, les capacités au niveau du marketing d'avoir le savoir-faire de rédaction pour bien valoriser les choses et l'indépendance pour conseiller et prendre parti autant de l'industrie, elle n'est pas forcément à diaboliser et s'ils font les choses bien, autant le valoriser. Euh, et les consommateurs, c'est-à-dire pas non plus vouloir faire du marketing à outrance là où ça n'aurait pas lieu d'être. Et je pense qu'on va être de plus en plus à montrer la transparence par les preuves plus que par le discours. Enfin, le discours doit mettre en avant les preuves plus que juste un discours. Juste des bonnes volontés. C'est ça Ouais, ouais. que tu, Et malheureusement, je vais être encore d'accord avec Alice. Et tu moi, c'est soutiens, ce que Alice, si j'appelle j'avais. dans ce marketing opportuniste. Moi, j'ai coutume de dire quand je suis avec mes clients, c'est l'art de l'embrouille, en fait. C'est mettre des drapeaux français partout, alors qu'en fait, les produits sont peut-être pas français, mais sont juste conditionnés en France ou autre. Mm, C'est mettre des paysans partout en photo pour faire croire qu'on a un produit de terroir, alors qu'on est fait dans des tubes à essai. Et donc, c'est pour moi cet art de l'embrouille-là où il faut sortir de ça en étant sur un marketing engagé et responsable. Et moi, j'appelle ça l'art du savoir-être, en fait. Passer de l'art de l'embrouille à l'art du savoir-être. Et donc, mm. vraiment changer de paradigme et que les marques acceptent cette vertu-là et de se dire, OK, allons-y. Ça va peut-être me coûter plus cher, je vais peut-être vendre plus cher mes produits, mais en tout cas, j'ai une vraie réponse à mes consommateurs et je leur apporte un plus. Et ça, c'est ce changement qui est en train de se faire. Et du coup, ça veut dire aussi cleaner ces packaging, puisque moi, je le vois et je le dis tout le temps, c'est dès que mes amis consommateurs, du coup, c'est dès que vous voyez des allégations, ben, fuyez, quoi. Si vous voyez plus de calcium, moins riche en Mm. sel, ceci, ben, ça veut dire qu'en fait, vous êtes ultra transformé parce que on a changé le sel par du sodium parce qu'on en met moins et ça fait croire qu'on est moins salé alors qu'on l'est plus. On rajoute des édulcorants à la place du sucre, on supprime le beurre pour mettre d'autres choses, alors que en fait, ces produits sont de bonne qualité, on les remplace par des produits de moins bonne qualité. Et là, pour moi, je ne sais pas si on en a parlé, et peut-être qu'on a parlé dans ma petite coupure, c'est ce fameux Nutri-Score qui a des bonnes vertus à l'origine, dans sa genèse, pour moi, qui a un vrai plus, et qui a été complètement détourné par Mm. un mauvais escient. Je ne citerai pas des marques, mais quand je vois des chaînes de fast-food ou autres, qui, euh, qui se disent Nutri-Score A ou B et qui en fait inventent la malbouffe et créent de la malbouffe en fait. Ils avaient des produits qui étaient Nutri-Score C de bonne qualité, ils deviennent A ou B en étant de mauvaise qualité. Et là,
il y a une vraie dérive qui est vraiment mauvaise parce que les consommateurs ne sont pas encore éclairés là-dessus et ne comprennent pas. Et pour eux, ils voient un Nutri-Score A ou B, ben, ils sont satisfaits. Mm. Alors que ce n'est plus suffisant aujourd'hui. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Non, c'est sûr. Et puis, enfin, même ce que tu disais avant sur l'excès d'allégations, ça me fait penser à quand j'avais fait des recherches, parce que j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les allégations. J'avais vu passer des études de cas où notamment on avait Choupa Choups, par exemple, qui, bah, je ne sais pas si on avait le droit de citer des marques, mais qui, une marque de sucette. On va en citer d'autres, Haribo, comme ça, c'est bon. Non, mais c'est parce que c'est voilà, c'est des produits où c'est très clair, je pense, c'est très très parlant sur le fait que c'est majoritairement du sucre dans la composition. Et ils avaient quand même affiché, c'était pas en France, mais ils avaient affiché sur leur packaging que c'était fat free, qu'il n'y avait pas de gras dedans. Mais, mais C'est oui, comme les fameux yaourts sans gluten, oui, c'est pareil. exact. On peut toujours aller plus loin. Et je pense que c'est une démarche à double vitesse. Comme tu le disais, il faut que les marques, que ça soit par pur altruisme, même si j'y crois pas trop, ou dans un objectif business, parce que objectivement, je pense que c'est les marques qui vont s'engager à l'heure actuelle, qui, euh, qui vont comprendre que c'est une vraie plus-value en termes d'être les premiers à aller sur ce terrain-là, parce qu'en fait, tout le monde va y être obligé à un moment, et que faire partie du premier, pour le coup, ce sera un vrai gage de qualité par la preuve euh, d'avoir voulu être dans cette démarche, et qu'à partir du moment où il y a la démarche et l'envie, comme tu le disais un peu plus tôt, c'est pas grave que tout soit pas parfait à l'heure actuelle. À partir du moment où c'est expliqué et que la démarche va vers du plus vertueux, il faut que les deux soient liés. Il faut que la communication mette en avant ce qui est à valoriser, mais qu'il y ait une démarche au sein de la R&D et des axes d'amélioration de produits pour ensuite aller vers du mieux, et que ça puisse être valorisé, et que enfin, les deux rebondissent euh, En l'un effet. vers l'autre. Oui, oui. D'ailleurs, moi, il y a un bon exemple aujourd'hui qui est d'actualité. On en parlait un petit peu en off avant le démarrage du webinaire, pour donner le background. C'était les steaks végétaux. Et les steaks végétaux, c'est intéressant parce que c'est une vraie Mm. démarche aujourd'hui sur le fait de manger moins de viande, qui a un impact positif sur votre santé, qui a un impact positif sur l'environnement. Donc, ça, c'est vraiment une démarche pour moi qui est très positive. Et puis on voit qu'il y a deux façons de l'aborder. Il y a une façon très vertueuse en faisant un steak végétal le moins transformé possible avec des vrais produits naturels qui certes sont un peu plus chers mais qui donnent un produit in fine qui est sain. Et puis il y a la démarche de faire des MeToo, de vouloir faire comme un steak. Et par contre, à l'intérieur, ben, vous avez rien de végétal, mais tout d'ultra transformé. Et donc, bah, en fait, vous transformez un mal par un très mal. Et là, j'ai coutume de dire, bah, mangez de la viande. Si c'est pour manger ça, bah, vaut mieux manger un steak, parce que ce sera moins mauvais pour votre santé. Et donc, encore une fois, il y a toujours deux chemins possibles. Et les marques vertueuses et les marques engagées qui ont ça en tête bah, vont vers cette voie de plus de naturalité, plus d'effort. Et puis la facilité, et généralement, effectivement, on va vers des produits des fois moins brandés, plus premier prix ou autre, et qui fait que, ben, effectivement, on mange là ben, que de l'ultra transformé, qui est aujourd'hui, heureusement, et on comprend que c'est mauvais pour la santé. Mais c'était encore quelque chose il y a 2 ans qui n'était pas perçu par le consommateur. Mm. Donc, on peut toujours, et c'est pour moi, c'est cette importance du choix éclairé. Et c'est là où SIGA a un rôle pédagogique, où nous, Alice et moi, on a un rôle pédagogique à la fois auprès des marques et auprès des consommateurs pour expliquer ce qu'est ce choix éclairé et que, bah, effectivement, passons d'un marketing opportuniste à un marketing responsable pour que demain, tout le monde en profite et que les consommateurs mangent mieux et que les industriels vendent mieux, parce que l'objectif de chaque industrie de l'agroalimentaire, ça reste de faire du profit, et c'est bien, et il faut,
C'est Mm. 70% des produits agricoles qui sont utilisés par l'industrie agroalimentaire. C'est positif, encore une fois, moi je le dis et je le répéterai jamais assez, l'industrie agroalimentaire est nécessaire et vitale en France pour notre santé, pour l'économie, pour tout. Par contre, ben, effectivement, il faut s'appuyer sur les plus vertueux au détriment des autres. Mm. Et puis en plus, enfin, une fois que certains acteurs pop et ces acteurs-là ont une démarche vertueuse totale, en fait, les consommateurs comprennent que c'est quelque chose de possible. Parce qu'avant, quand il y avait des additifs partout, bah, en fait, on se disait, bah oui, mais il y en a partout. Donc moi, si j'habite à Paris et que j'ai pas un champ derrière chez moi, je suis obligée de manger comme ça. Mais à partir du Ou un moment où... pur cop. C'est ça. Mais, mais s'il y en a qui arrivent à le faire, bah, au bout d'un moment, une fois que la prise de conscience aura avancé dans cette direction, ceux qui sont à la traîne auront plus tellement de discours possibles sur bah oui, mais technologiquement, on est obligé parce que les conservateurs, ça permet que vous puissiez avoir vos produits pendant longtemps dans votre frigo, etc. Ils diront bah oui, mais alors pourquoi est-ce que lui, il arrive à faire ça et pas moi? Et forcément, du coup, c'est des démarches qui vont potentiellement donner des produits plus chers aussi, mais sur cette thématique-là, je pense que au sein du débat de la naturalité et des engagements que doivent porter les marques, elles doivent pareil pas choisir qu'un combat. Pour moi, si elles choisissent qu'un combat, c'est que ça va pas dans le bon sens et que c'est un objectif purement marketing et comme on dit depuis le début, opportuniste. Si elles se disent, bon bah alors moi je vais faire un produit avec bon, il y a plein de problèmes et il y a plein de choses qui vont pas, genre il n'y a pas la juste rémunération des agriculteurs, des hommes, etc. Mais c'est sans additifs, ben, c'est pas suffisant parce que si on voit le problème dans sa globalité, on se rend compte que aussi être transparent et parler du vrai prix de l'alimentation, ben, ça permet de justifier les prix et ça fera écho au fait que bah, au siècle dernier, le panier moyen, enfin pas le panier moyen, mais la part de budget liée à l'alimentation était beaucoup plus importante parce que Ouais. c'était avant tout le passage à l'industrialisation qui a pas été négatif, hein, qui a apporté plein d'innovations, mais où maintenant on doit quand même rétablir aussi sur ce côté-là et c'est certes peut-être des démarches qui paraissent très CSP+ à l'heure actuelle, mais si c'était abordé de manière globale, je pense qu'il y aurait moyen que sur le long terme, ça se lisse et que ça devienne aussi plus accessible pour tous si on se rendait compte qu'on peut manger mieux en faisant des meilleurs choix. Euh, et qu'au final, ouais, pareil, quand on dit ah oui, mais manger bio, ça coûte plus cher, ou manger même maintenant végétarien, ça coûte plus cher parce qu'on essaie de le remplacer par des simili-carnés où on paye la R&D d'avoir créé un steak qui est exactement de la même texture qu'un steak de viande. Mais manger végétarien, c'est pas forcément Non, ça coûte même moins cher. Nous, c'est ce qu'on avait ça. trouvé, c'est que finalement, un régime flexitarien ou végétarien qui suit finalement le régime végétal vrai varié qu'on donne, finalement est meilleur pour le portefeuille que bien d'autres régimes. Donc, en effet, ce que tu dis, je me permets juste de préciser, bah, je peux te dire même que c'est moins cher. Ah, mais j'en suis. Et en effet, c'est un gain en fait pour tous en fonction de ce qu'on peut. Et bien sûr, il faut changer ses habitudes petit à petit. Mais il y a des simili-carnés finalement, ou en tout cas des choses qui vont nous faire penser à de la viande qui sont autrement formulées correctement et qui peuvent nous aider dans une transition. Mais bien sûr, c'est pas forcément quelque chose qui va être une habitude récurrente. Euh, Mm. Pour nourrir le débat, moi je suis pas tout à fait d'accord avec Alice sur la globalité, parce que l'industrie agroalimentaire, elle réfléchit global, alors elle ne communiquera pas forcément global, mais parce qu'il y a des vraies implications industrielles. On ne peut pas demander, et moi j'ai travaillé avec
fromager ou autre, et on ne peut pas lui demander de changer l'intégralité de sa ligne de production du jour au lendemain, ses process de production du jour Mm. au lendemain, de réfléchir sur un approvisionnement du lait différent, européen, voire français, parce que bien souvent, que ce soit, j'ai aussi travaillé pour du bio, la chaîne bio en France, ben, on ne peut pas être made in France en faisant tout bio parce que il n'y a pas l'intégralité de l'offre en bio en France. De la même manière que le lait, il faut aussi l'avoir de l'Allemagne. Et puis, le lait allemand n'est pas plus mauvais de manière nutritionnelle, j'entends. Je ne parle pas de patriotique, mais nutritionnel n'est pas plus mauvais que le lait français. Donc, il ne faut pas induire non plus, effectivement, que le Made in France, le lait français est meilleur ou autre, Mm. etc., etc. Et donc, la méthode des petits pas, elle est aussi bénéfique hein, parce qu'elle permet d'aller plus loin, et je dirais d'avancer plus lentement, mais d'aller plus loin que de vouloir tout faire, et du coup d'affoler aussi les COMEX qui ne veulent pas parce qu'ils ont des actionnaires, parce qu'ils ont plein d'enjeux aussi, de salariat aussi, qui font qu'on ne peut pas toujours tout faire, et la méthode des petits pas peut être bénéfique, et de choisir son cheval de bataille peut être aussi bénéfique d'un point de vue sociétal comme un point de vue nutritionnel. Et donc, ben, chacun choisit un peu en fonction de l'histoire de la marque, de l'histoire de son entreprise, etc., son début d'histoire demain. Le plus important pour moi, c'est de démarrer ce changement et de l'accompagner à faire plus, mais encore une fois, de pas faire peur au COMEX qui, in fine, est le décideur d'avancer ou pas. Mm. Donc, Ah, il faut accepter aussi, encore une fois, de ne pas être parfait, de se dire, OK, et Amazon, un bon exemple. Moi, je fais de la Customer Experience et Amazon, c'est le meilleur exemple de Customer Experience et le plus, on va dire, mauvais en termes sociétal d'engagement salarié, etc. Et pourtant, voilà, d'un point de vue Customer Experience, tout le monde dit que c'est génial. Mais voilà, qu'est-ce que la Customer Experience? Est-ce que ça englobe aussi le fait de ne pas rendre esclaves les gens qui vous livrent en une heure là? Donc, bah, ils vont aussi faire des efforts. Ils ont fait aux États-Unis avec un salaire minimum, etc. Donc, les choses évoluent, mais il faut accepter aussi ça, qu'on part de loin quand même. Donc, mm. Ah c'est pas non, mais facile. enfin, en tout cas, je suis d'accord sur le fait que c'est des choses qui se changent sur le vraiment long terme et que justement, à la limite, avoir une communication sur l'instant T, mais aussi sur le futur, c'est toujours bien, tant que c'est des engagements chiffrés, enfin, non, pas, enfin, bien déterminés. C'est-à-dire que les consommateurs puissent comprendre et pas des objectifs un peu oui, on veut dans le futur faire ci ou ça. Quand je parlais de démarche globale, c'était plus au niveau de la communication et pas forcément appréhendé que par les industriels, mais sur le fait que c'est avoir que l'ensemble des acteurs alimentaires ait une communication sur l'ensemble des thématiques, ça va faire avancer tout justement ces canaux d'avancée différents, que ça soit l'humain, le bien-être animal, la naturalité. C'est chacun pour moi des canaux qu'effectivement une entreprise peut choisir d'adresser plus particulièrement. Mais c'est le consommateur au final, c'est ce qui pour moi peut vraiment faire la différence sur le fait qu'il comprenne l'augmentation des prix et qu'ils fassent des choix éclairés, c'est s'il comprend la totalité de la problématique, ce qui, encore une fois, est un débat hyper difficile à appréhender en termes de comment on communique dessus, parce que pour rebondir sur ce que tu disais sur le Nutri-Score tout à l'heure, effectivement, la problématique du Nutri-Score, mais aussi de SIGA ou de aussi beaucoup de labels ou de choses qui essayent en fait de résumer une problématique qui peut pas forcément être résumée. Et les gens, le Nutri-Score, c'est un très bon outil, mais les gens essayent de le voir comme quelque chose de trop premier degré, où bah, un Nutri-Score A, ah bah en fait, j'ai une alimentation parfaite parce que je consomme que des produits A ou que un produit A. Alors que la nutrition et l'équilibre alimentaire, c'est une thématique tellement
complexe, entre guillemets, et qui s'appuie sur en fait un équilibre global, un, une communication autour juste du Nutri-Score ou autour juste même de SIGA ou autour juste d'une allégation, elle n'est pas suffisante à l'heure actuelle pour que euh, le consommateur puisse réellement faire un choix éclairé. Il faut que le Nutri-Score soit poussé, et c'est là où c'est important que SIGA réussisse à se faire connaître. C'est parce que, voilà, à l'heure actuelle, s'il y avait juste une lettre SIGA sur un packaging, ça veut tout et rien dire, et il faut qu'il y ait la communication autour pour moi pour que ça ait un vrai poids et une vraie valeur. Mais là, pour moi, ça rajoute un débat qui est sur justement le trop d'infos qui tue Mm. l'info entre le Nutri-Score, le e-score, demain on a le Remunera-score, le SIGA-score, et on a aujourd'hui une multiplication de scores parce qu'on voit bien qu'en fait chaque score répond à une problématique et on n'en a aucun aujourd'hui qui a cette caractéristique holistique. Et c'est là où pour moi, SIGA, c'est pas parce que c'est notre hôte aujourd'hui, mais euh, a cette qualité que n'a pas le Nutri-Score, que n'a pas Carrot Score ou d'autres, qui font que on intègre à la fois des données nutritionnelles, puisqu'il y a un élément nutritionnel dans le SIGA Score, et en même temps de naturalité, de vrai, d'ultra transformation. Donc le score SIGA permet le mariage de ces deux notions et pourrait presque se suffire à lui-même, là où d'autres scores ne se suffisent pas à eux-mêmes. Après, il n'y a pas ces notions de rémunération, d'éco-responsabilité qui sont encore autre chose, mais encore une fois, pour moi, ça peut être intéressant pour le consommateur d'avoir cette notion nutritionnelle, mais du coup, ça pose la question pour la pédagogie, et là, c'est plus nos nutritionnistes qui sont peut-être dans le aujourd'hui présent, qui est comment je fais comprendre aux gens que qu'est-ce qu'une bonne nutrition? Est-ce Mm. que c'est effectivement manger que du A ou du B? Est-ce que c'est manger que des produits vrais? Et voilà, et moi, d'un point de vue personnel, je suis plutôt sur cette deuxième catégorie, mais après, voilà, les consommateurs aujourd'hui, ben, ils n'ont pas forcément un choix éclairé là-dessus, et donc d'avoir tous ces éléments qui leur permettent de choisir le meilleur aliment et ensuite de choisir quelque chose qui est bien rémunéré pour les producteurs, qui est éventuellement éco-responsable, etc., en fonction de chacun de ses affinités avec le monde qui nous entoure. Mais si on achète un produit alimentaire, c'est déjà, un, se faire plaisir, parce qu'on veut manger ce qui est bon et ce qui nous fait plaisir. Deux, un rapport qualité-prix acceptable. Et après, effectivement, et malheureusement, nutritionnellement acceptable. Mais il ne faut pas oublier que la nutrition vient généralement pas en premier choix, mais en troisième choix, par rapport aux arbitrages budgétaires, par rapport aux arbitrages de plaisir. Et on a beau parler de nutrition, le premier produit qui marche tous les ans, celui qui cartonne le plus, toutes les nouveautés produits qui cartonnent en PGC, ben c'est les gâteaux Nutella. Donc ça reste, et voilà, et c'est pas ce qu'il y a de meilleur nutritionnellement, mais il faut aussi accepter de se faire plaisir. Et donc après, c'est comment je contrebalance ça avec ben, effectivement plus de vrai, plus de naturalité autour de ce que je mange. Mm. Et pour moi, les labels, peu importe leur ordre, ils n'ont pas forcément valeur à demander aux gens de faire les meilleurs choix nutritionnels ou d'avoir la meilleure alimentation à 100%, mais ils ont un intérêt pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés. C'est-à-dire savoir que, bah, en vrai, nous, quand on est en études de nutrition, un des trucs qu'on nous apprend en premier, c'est que l'alimentation, une bonne alimentation, ça se réfléchit pas sur un repas, mais sur une journée, voire sur une semaine, et que c'est pas 100% être dans le vrai et le extrêmement diététique, parce qu'en plus, c'est des problématiques où quand on rentre dedans, on se rend compte que c'est quand même très difficile d'avoir un très bon régime alimentaire parfait, même quand on a fait des études dedans, mais plus d'être sur un 80 de aliments vrais, où on sent que c'est euh, pour se nourrir, même si ça peut être quand même bon, mais c'est pour un côté nutritionnel et 20% de plaisir, mais il faut que ces 20% de plaisir, ils soient éclairés. Et c'est pour ça que, encore une fois, la problématique, elle est, si c'est pour éclairer, il faut que
ça soit compris. Et donc, du coup, il faut que ça soit accessible. Et est-ce que c'est possible d'avoir sur la surface qu'on a sur un pack une information totalement accessible? Pour moi, déjà, je pense pas que ça soit possible. Je pense que l'information, elle doit être complétée Ah bah à ça, l'extérieur, et c'est une problématique ouais. parce qu'effectivement, le choix est fait devant le pack. Donc, Mais ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on sait qu'il y a en gros 80% des consommateurs qui veulent chercher l'info unpack. Donc et par contre, quand on va c'est une analyse de LSA de début d'année, et que 76% ne trouvent pas l'info sur leur pack. Voilà. Et donc il y a le vrai gap entre je veux l'info et je la trouve pas. Et là où le digital peut justement apporter ce plus, d'où l'explosion des apps, même si j'ai vu passer une question sur le nombre de consommateurs qui scannent, ça reste encore très marginal parce que aussi, on va pas non plus passer 3 heures à faire ses courses, à scanner l'intégralité des produits qu'on consomme. Et donc, on va s'attarder uniquement aux produits qui nous intéressent par rapport à une problématique de moins sucré, de moins salé, de moins gras, en fonction de chaque problématique de chaque consommateur. Et là, on en revient toujours pour moi au même, qui est que ce marketing responsable, parce que le consommateur n'est pas fautif pour moi. Il se fait tromper par des emballages, par des packaging qui vantent de la nutrition qui n'en est pas, qui vantent, pour moi, le pire, c'est ce fameux goût chocolat pour les gâteaux, où il y a 0 gramme de chocolat dedans, il y a 0 farine dedans, et donc le consommateur, le gamin, ou à son goûter, ben forcément, il mange 3 gâteaux et il a faim. Il a mangé 400 calories, mais des calories vides. Et c'est donc, ça. et pour moi, le vrai biais, et c'est là où l'État devrait intervenir là-dessus, et les marques, et moi j'essaye à mon modeste niveau de le faire, c'est de faire ce marketing responsable qui fait que voilà, on ne trompe pas le consommateur. On peut l'influencer, l'influence peut être positive, mais on ne trompe pas le consommateur. Et aujourd'hui, ben, on est dans cette facilité pour beaucoup de marques ben, de rendre la mariée plus belle. Mm. Et c'est là où, ben, malheureusement, le consommateur lambda, ben, lui, ben, il se fait avoir. Et encore une fois, c'est pas de sa faute. C'est que ben, les marques le font très bien. Mm. Et tout à l'heure, tu parlais euh, justement même qu'est-ce qu'on essaye de faire passer comme message? Est-ce que c'est une bonne alimentation, c'est manger que des produits A, ou manger de la naturalité, ou manger des produits non transformés ou sans additifs? Et je pense qu'effectivement, la naturalité, la non-transformation, c'est un critère qui est hyper intéressant parce qu'il va plus loin que le côté nutritionnel, parce qu'effectivement, manger des produits plaisir, un produit plaisir peut quand même ne pas être ultra transformé et fait à partir de bons produits. Et c'est pour ça que on conseille effectivement, même en nutrition, si on veut se faire plaisir, autant un vrai bon plaisir plutôt que quelque chose de bourré d'édulcorants où c'est 0 calorie, mais au final, il n'y aura pas la même notion de ressenti, même psychologique, et de ressenti aussi sur la santé, parce que pareil, en nutrition, souvent, on, on compare le fait que euh, manger équilibré, c'est différent de manger diète. Manger diète dans le sens manger faible en calories, ou manger pour perdre du poids, ou voilà, manger équilibré, c'est pas la même chose que manger sans sucre, ou on peut avoir une alimentation, les, Anglais parlent de whole food, c'est-à-dire une alimentation complète, même si elle est potentiellement riche en produits gras. Enfin, il y a du bon gras, il y a des bons sucres. Enfin, et je pense que la naturalité, c'est là où s'il y a une vraie plus-value, c'est que c'est un des critères qui peut convenir à tous les types de produits, en fait. Même du produit plaisir, même du gâteau peut avoir des critères de naturalité, là où un critère de c'est diète, au sens premier du terme, bah oui, forcément, évidemment, quand on est une marque de gâteau ou une marque de haricots verts, on va pas avoir le même déjà bagage de base
à pouvoir communiquer. Ou le pire de dire je suis bio et de croire que ça suffit en lui-même. Exactement. Ah oui. Ouais, c'est encore 56% des produits bio qui sont ultra transformés, hein. Et oui, et C'est oui. ce qu'on va trouver. Bon, alors contre 69% dans les rayons, hein, en général, donc on est quand même moins. Mais on a quand même une chance sur deux de tomber sur un produit bio ultra transformé quand on choisit bio, hein. Et par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des belles démarches qui se font dans ces choses-là. Vous parliez tout à l'heure tous les deux de communiquer sur les engagements. C'est ce qu'a fait Biocop récemment en annonçant qu'ils enlevaient plus de Note 7 SIGA, donc d'ultra transformé à limiter, chez Biocop en marque propre d'ici fin 2022. Et justement, on parlait de petits pas. Bon, alors c'est déjà un énorme pas, hein, soyons francs. Mais ils auront encore de l'ultra transformé vu qu'ils auront encore du 5 et du 6. Mm. Mais Oui, mais c'est pas déjà, grave. ça veut dire Enfin, qu'il y a plus un seul, il restera qu'un seul marqueur d'ultra transformation, ce qui est quand même déjà beaucoup moins que beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres rayons. Quand d'autres donc ah, sont à 69% d'ultra transformés dans les rayons, eux, ils seront bientôt à 80% de vrai. Voilà, c'est impressionnant et je pense que c'est très après, bien. sans minimiser la qualité de Biocop, je suis consommateur Biocop, mais c'est vrai que c'est, je vais pas dire plus facile, mais C'est plus ça. aisé pour eux Ah, de mais c'est mettre en sûr. place qu'un Carrefour ou qu'un Leclerc qui n'a pas du tout le même terreau de consommateurs et Ah, le c'est même sûr. pouvoir d'achat de consommateurs. Donc, encore une fois, moi j'ai l'habitude de dire n'opposons pas et prenons chacun, et C'est ça. l'agroalimentaire est positif et fait de belles choses, la distribution peut faire de belles choses, comme les consommateurs, et on est tous paradoxaux, que ce soit consommateurs ou industriels, on fait tous des bonnes ou mauvaises choses, et donc, encore une fois, essayons de prendre le meilleur et Mm. grandissons tous ensemble. Et c'est pour moi le côté global et le côté holistique que je prône, c'est ça, c'est que tous ensemble, on est plus fort et qu'on peut tous faire progresser les choses en acceptant les défauts et les erreurs des autres. On en fait toutes et tous, et donc, et encore une fois, on est tous paradoxaux. Moi, j'essaie de faire attention, et pourtant, sans faire de pub, je suis un gros consommateur de Coca Light, et je sais que c'est pas bien forcément. Et voilà, chacun son paradoxe, mais encore une fois, c'est pas grave. Et le tout, c'est dans quelle direction on va et C'est ça. quelle est cette alimentation saine vers laquelle on veut tous aller demain, quoi. C'est ça. Et moi, je suis hyper optimiste quand même quand je vois déjà le chemin parcouru. Enfin, ne serait-ce que je suis végétarienne depuis 20 ans maintenant. Et autant dire qu'il y a 20 ans, C'était dur. c'était pas la même facilité pour se nourrir. Donc, on voit que les choses vont quand même dans le bon sens. Et effectivement, bah, comme tu le dis, je pense que ce qui résume tout, c'est d'être vrai. Et ça va autant, ça adresse autant le côté être naturel que être vrai dans le discours et, et assumer ses erreurs en tant qu'industriel ou les choses qu'on espère changer et expliquer pourquoi, à la limite, même ces choix ont été faits à la base. Je pense que ça peut quand même dédramatiser et faire comprendre et pas opposer du coup les bonnes industries des mauvaises industries, mais plus les industries qui sont plus ou moins avancées dans leur démarche d'amélioration. Merci. Je vais arrêter nos réflexions ici et je vais quand même passer à quelques questions parce qu'on en a du public. En plus, on est en train de déborder pour les questions, mais c'est très bien. J'ai une première question qui est, on a parlé de l'industrie et des besoins. L'industrie ne crée-t-elle pas des besoins de toutes pièces auprès des consommateurs en faisant croire que c'est qu'une demande? Alors là, je vous laisse répondre si vous avez T'avais la 4 réponse. heures. Non, non, C'est un mais peu ça. qui de poule ou de l'œuf, après, une industrie agroalimentaire répond à un besoin. Si elle voit dans ses études qu'il y a une attente sur tel ou tel produit, elle va le faire. Et on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, depuis ces 20-30 dernières années, c'était le moins cher. Et on voit quand on achète du poulet à 2 euros, 3 euros, maintenant on se rend compte que bah, ça a des conséquences sur l'élevage, sur la maltraitance, etc. Mais c'était aussi un besoin des consommateurs d'acheter toujours moins cher. Donc, après, qui de poule ou de l'œuf, c'est un débat sans fin. Mais c'est vrai qu'un industriel ne fabriquera rien qu'il ne pourra vendre derrière.
C'est une très bonne réponse. En effet. En tout cas, je comprends totalement la réponse. Moi j'ai une autre question là, c'est comment être objectif avec l'utilisation du mot naturel alors qu'il n'est strictement pas vraiment défini en Europe. Alors c'est plutôt pour Michel, mais Alice peut rebondir aussi si besoin. Après j'en Alors, ai d'autres pour Alice. la naturalité est très encadrée, légalement en Europe, sur les allégations nutritionnelles et santé que l'on peut mettre en PAC, c'est très encadré. Donc là-dessus, on ne peut pas mettre quelque chose de naturel si on n'est pas un produit naturel, si on n'est pas de l'extrait de vanille, si on met de la vanille synthétique ou autre, on n'a pas le droit de mettre naturel, pareil pour le chocolat ou autre. Donc le terme naturel est très encadré. Et après, par contre, ça va être dans justement ce que j'appelais tout à l'heure le paysan, le vert, la prairie, tout ce que l'on va mettre en décorum sur le pack qui va induire cette naturalité qui est peut-être fake. Donc là, mais par contre, le terme naturel sur un pack, lui, ne peut pas, quoi. Ok, très clair. Et je pense que ça en éclaire plus d'un. Et donc là, j'ai une question plutôt pour Alice, qui est comment faire pour donner envie aux consommateurs d'en savoir plus sur leur alimentation? Comment Euh, on voit ça? je pense qu'effectivement, il faut, comme on disait tout à l'heure, même si le pack est hyper important, la démarche, comme je disais, la communication, elle doit être globale, c'est-à-dire que justement, les industriels peuvent, s'ils le voulaient, je pense que les consommateurs sont avides d'informations, donc il n'y a pas tellement à aller les chercher sur ce terrain-là. Et si ils se voyaient plus comme des acteurs de l'information et qui se limitaient pas justement au pack, les démarches, et j'ai vu passer un commentaire à ce sujet, mais effectivement, l'ensemble des acteurs agroalimentaires peuvent avoir un rôle à jouer sur toute pas l'expérience utilisateur pendant les courses, mais enfin, je ne saurais pas trop comment euh, définir ça, mais sur le fait qu'effectivement, ça se joue pas que, il faut arrêter de penser que ça se joue que au moment où ils sont face à leur packaging, mais ça se joue bien en amont, c'est-à-dire que les distributeurs aussi doivent avoir un rôle à jouer. J'ai vu passer un commentaire à ce sujet, mais effectivement, il y a une grosse dissonance entre les techniques de marketing au niveau du merch qui sont pas du tout en accord avec ce qui devrait être valorisé. Et ça doit être préempté aussi même dans l'enfance, effectivement, sur de l'éducation nutritionnelle, de savoir comment lire un packaging, comment marche même une industrie agroalimentaire. Enfin, quand on voit les réflexions que j'ai pu entendre parfois en allant au salon de l'agriculture des enfants face aux animaux, ça montre qu'il y a beaucoup de méconnaissances et ces connaissances-là, ça peut être les industriels qui les apportent. Enfin, je pense qu'ils ont parfois peut-être ils s'auto-censurent sur le fait que ils pensent qu'ils ont une mauvaise image et que s'ils disent quelque chose, ils seront peut-être pas forcément écoutés. Mais s'ils retournent le problème dans l'autre sens, à vouloir faire de la pédagogie sur ce qu'ils font, plutôt que, ah bah, on l'a vu, il y a certaines entreprises qui ont proposé des campagnes sur montrer, entre guillemets, les coulisses de comment ça se passait. Les consommateurs sont avides de ce genre d'informations à partir du moment, encore une fois, où c'est des informations vraies et où du coup, on n'a pas l'impression que c'est une pub déguisée. Je sais pas si ça répond. Si, si, c'est une belle réponse. En effet, tu as parlé de pédagogie et c'est une belle valeur. En tout cas, j'espère on montera. Alors, pour information, on avait un sondage qui passait qui était faire attention à sa consommation. Est-ce un acte politique pour vous? La majorité a répondu oui. Euh, Donc, c'est quand même plutôt positif. Ça montre Peut-être que, que l'Assemblée n'est peut-être pas représentative. ah non, bah bien sûr que non, hein. Bien sûr que là on est sur une vingtaine de votes, mais bon, en tout cas les gens qui nous écoutent sont intéressés par le concept du consommateur et comment il agit, donc ça reste intéressant pour nous. En tout cas, j'ai une dernière question et qui va permettre un peu de rebondir là-dessus, qui est est-ce que pour vous les politiques ont envie d'aider les consommateurs à vraiment faire des choix éclairés? Euh, voilà, je vous laisse répondre et la personne qui est la plus à l'aise pour répondre peut prendre la parole.
Moi, je peux commencer, mais on est dans comment dirais-je, aujourd'hui, on est dans une stratégie plutôt court terme, surtout, hein, que ce soit les consommateurs comme les acteurs, entreprises et ou États. Et donc, ce court terme, ben, justement, il pollue ce débat parce que c'est plus facile de construire, même ça peut, mais un hôpital ou une prison, pour prendre un autre exemple, que d'éduquer et de former les gens à mieux manger, qui fait que leur santé ne s'altère pas et donc on a moins besoin d'aller à l'hôpital demain ou autre, de par notre alimentation qui est notre propre médecine. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est qu'on est tout dans cette stratégie de court terme et l'État comme un autre. Et donc, ben, on va plutôt essayer de mettre un pansement sur une jambe de bois plutôt que de prendre le problème à la source et d'aider les industriels, d'aider les consommateurs à agir différemment. Mais encore une fois, ça vaut pour tout le monde, et que ce soit les consommateurs, les industriels ou l'État, on est tous aujourd'hui dans cette immédiateté et qui fait que comment on peut sortir de cette immédiateté-là pour justement intégrer ce temps long qui est notre corps et qui, lui, est dans le temps long et non pas dans l'immédiateté. Donc c'est plus philosophique et plus compliqué pour moi qu'une réponse en 2 secondes, je suis désolé. Mm, oui. Et puis, juste pour ajouter quelque chose, c'est l'immédiateté, elle vient aussi du fait que j'en parlais plus tôt, mais euh, souvent la réglementation, en fait, s'adapte après avoir vu un problème apparaître. Et c'est ce qui s'est passé avec le, l'adaptation de discours potentiellement valorisants, nutritionnels, d'allégations non contrôlées qui sont sorties et que tout le monde a voulu utiliser à sa sauce et où malheureusement ils ont déjà beaucoup à faire d'essayer de cadrer ce qui se fait déjà. Donc du coup, je suis complètement d'accord que la vraie problématique, elle va être de voir comment on sort de cette urgence de s'adapter à ce qui se fait et de réfléchir à une solution pour prévenir ce qui va arriver plus que rectifier ce qui est déjà. Et moi, pour rajouter un point, encore une fois, et sans faire de publicité gratuite pour SIGA, mais c'est ce que j'aime dans SIGA, c'est qu'il y a cet aspect pédagogie, qui est d'apprendre à mieux manger et d'expliquer, de craquer, sans mauvais jeu de mots, ce qu'est cette nutrition. Et puis, il y a ce côté aussi qui est que vous n'êtes pas dans le tous coupable, hein, que vous pouvez être ultra transformé, avoir une médaille, parce que ben, votre produit, dans cette gamme de l'offre, elle répond à ce besoin et il n'y a pas d'autre chose. Et donc, c'est ça qui est intéressant, contrairement par exemple, à un concurrent carotté qui, lui, peut tout de suite être assez binaire et absolument pas scientifique dans cette approche, alors que vous, tout le monde a sa chance et encore une fois, vous accompagnez les gens dans cette transformation nutritionnelle. Et donc, c'est en ce sens où je vous souhaite le meilleur succès et d'accroître votre visibilité parce que vous avez une vraie réponse pour justement, on parlait en introduction de ce choix éclairé, vous apportez une vraie réponse pour ce choix éclairé. Bah, merci beaucoup. C'est pour une question de timing, mais finalement ça tombe bien. Je vais dire que c'est le mot de la fin. Euh, mais en tout cas, ouais, parce qu'on a un petit peu dépassé d'un petit quart d'heure, mais en tout cas, merci beaucoup pour vos interventions. Je pense que toutes les questions n'ont pas été répondues. N'hésitez pas à nous les transmettre sur notre adresse mail ou sur nos réseaux sociaux. Finalement, Euh, Alice, c'était court. Oui, au Comme final. disait Alice tout à l'heure, c'est court. Oui, 45 minutes, finalement, c'est court. Voilà, donc écoutez, M'amuse. merci beaucoup. Le replay vous sera envoyé et de toute façon sera disponible sur YouTube dès demain. Je vous remercie encore pour cette intervention et puis bah, je vous souhaite un bon appétit à tous vu que nous sommes à table. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci Stéphane, merci Merci. Alice et merci à tous les participants. C'était vraiment très intéressant. Oui, Merci, merci merci beaucoup. beaucoup. Au revoir.